Bonsoir à toutes et à tous, donc merci d'être venus aussi nombreux et nombreux. Bon, c'est une soirée assez spéciale ce soir parce qu'on va parler d'un livre qui est très étonnant. Donc certains d'entre vous le connaissent, d'autres ne le connaissent pas encore. J'espère que vous remédierez à ça sans tarder. Avant de passer la parole donc, à Dominique Borde, de Monsieur Toussaint Louverture, l'éditeur, qui va nous en dire plus sur ce projet, comment il est né, parce que ce livre, il faut savoir qu'il est réputé intraduisible. Pendant 20 ans ou plus, on se disait c'est pas possible de le traduire. Il n'a d'ailleurs pas été traduit pour l'instant dans les grandes autres langues que l'anglais. Donc ça doit être assez vrai. Enfin, bon, Nicolas Richard, le traducteur, et en revanche, bonsoir. Et Simon Payne, je vais lire en anglais. Donc, après que Dominique nous aura un peu exposé ce projet, comment il est né, comment il a pris son essor, Nicolas et son ami vont faire une lecture, une double relecture, qui devrait normalement être un peu un choc, hein, parce que c'est quand même quelque chose, en français et en anglais. Et puis ensuite, on discutera en fait de l'auteur, de son livre, enfin, etc., entre nous et puis avec vous si vous le souhaitez. Donc simplement, moi je voulais le dire en préambule, ça a une valeur sentimentale très forte pour moi ce livre, parce que c'est Ian Banks lui-même qui m'a recommandé de le lire en 1995, et que Ian Banks est un auteur qui évolue à la fois dans le champ de la science-fiction de genre et dans le champ de la littérature générale, un auteur auquel je suis extrêmement attaché, un Écossais brillantissime, et il considère que Ridley Walker est, parce que c'est le titre anglais du livre, donc, est un de ces monuments en fait. Donc il n'était pas traduit, et aujourd'hui on a Énigme Marcheur dans les mains, grâce à le travail de cette équipe dont Dominique va nous en dire plus. C'est parce qu'il était intraduisible. Ça m'a vachement plu. J'aime bien ce type de bouquins qui sont réputés. De toute façon, je suis un tout petit éditeur de marge, vraiment minuscule éditeur, voire monocellulaire. Je fais tout seul. Et quand on fait ce truc comme ça, il faut vraiment faire des coups en permanence pour que les gens ils parlent de vos livres, ils les achètent, etc. Et ça m'intéresse aussi. Et donc celui-là, j'en ai entendu parler de façon extrêmement compliquée, pas hasardeuse. Je suis passé à côté plein de fois. Parce que l'auteur, en fait, avait déjà été publié en français. Il a sorti 5 livres en français adultes qui n'ont jamais marché, sur 30 ans, en fait. Hein. Ça fait depuis les années... il écrit depuis les années 70, depuis 80, il fait de l'adulte. Avant, il faisait de la jeunesse. Et moi, je l'avais entendu parler pour un roman adulte qui s'appelait Elle s'appelait Lola, qui est une sorte de balade rigolote. C'est du Woody Allen très marrant. Et ça raconte, peut-être que vous l'avez vu, c'est un film de Gondry qui s'appelle The Spotless Mind of... je sais pas trop quoi... Ouais, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Et en fait, avant l'heure, lui, il avait écrit un truc comme ça, à base de vaudou. Et j'avais entendu ça, je me suis dit, ouais, c'est super, je vais le lire et tout. En plus, Burgess en parle. Anthony Burgess, il en parle, il dit que c'est un auteur génial. Et donc, je m'étais procuré Elle s'appelait Lola. J'ai lu le premier chapitre, ça m'est tombé des mains. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est illisible et tout. Donc, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Et je l'ai oublié. Russell Hoban a complètement disparu de ma vie. Et puis un jour, en travaillant sur un livre que j'ai sorti, je faisant des recherches sur ce livre-là, Opelov, qui parle d'un Argentin, qui est écrit par un Argentin il y a quasiment centenaire, je suis retombé, j'ai entendu parler de Ridley Walker, livre intraduisible. Je me suis dit, ouais, c'est super, un livre intraduisible par un auteur que je connais pas. J'ai un peu enquêté, j'ai dit Ridley Walker, Russell Hoban, ça a l'air vraiment génial, tout le monde en parle depuis à peu près 30 ans. C'est souvent des bons indices, si depuis 30 ans un livre est réédité, etc., dans la langue originale, que les gens disent que c'est vraiment intéressant, bon, pourquoi pas. Et j'ai regardé donc sur Electre, comme ça, pour voir ce qu'avait fait Russell Hoban comme autre livre. Donc tout à fait naïvement. Et là, je vois en tête de liste, Elle s'appelait Lola. Et je me dis que c'est bizarre ce titre, ça me dit quelque chose et tout. Bon, ça fait rien, je passe et je commande le deuxième qui s'appelle Pete Gurman la Chouette. Et là, je tombe sur un roman historique, ample, lyrique, extrêmement bien écrit. Une langue, mais époustouflante, une culture, etc. Je me dis, ce type, c'est Pinchon, quoi. C'est fou à quel point il écrit bien, qu'est-ce qu'il en a sous le coude et tout. Et en rangeant dans ma bibliothèque hasardeuse, c'est-à-dire je mets les livres n'importe où, je suis retombé sur Elle s'appelait Lola. Je dis, c'est fou, c'est rigolo quand même. J'avais ce livre chez moi, je me dis, mais ça c'est drôle. Je le réouvre, je dis, ah putain, c'est ça, avec ce premier chapitre très bizarre. Et j'ai dépassé le premier chapitre et j'ai lu un des meilleurs livres que j'avais jamais lu. Un truc vraiment excellent, drôle, touchant, malin, intelligent et pas connu. Et donc ça, j'ai continué, je suis allé vers
Ridley Walker qui était mon projet initial, où j'ai galéré comme pas possible. Il a fallu trouver un traducteur, et il a fallu acheter les droits. Aubin ne voulait pas que ça soit traduit en français, il ne voulait pas que ça soit traduit tout court. Et donc il a fallu le convaincre que j'étais de bonne foi, que j'avais des millions derrière pour payer un traducteur, rubis sur l'ongle et toute une équipe d'universitaires pour accompagner le livre. Finalement quand il a signé, je me suis dit ça y est c'est fait, dans un an ça sort et tout, donc j'ai appelé quelques traducteurs, dont Claro qui vient de passer tout à l'heure, qui s'y sont essayés et qui n'ont pas réussi, et au comble du désespoir, je suis tombé sur Nicolas Richard, à qui j'ai passé le bouquin, confiant, enfin aussi confiant que si j'allais allumer un cierge à l'église. Et qui en fait après sa lecture m'a envoyé un petit mail en me disant waouh blablabla blablabla, comme les autres, parce que les autres aussi ils ont tous fait waouh c'est super et tout, mais lui il rajoutait un petit truc que les autres n'avaient pas mis. Il avait dit ah ce long poème en prose machin, et je me suis dit ah c'est marrant, il a saisi un truc que les autres n'ont pas saisi. Et sur ce il m'a parlé d'autres choses, comme les traducteurs parlent beaucoup, comme les éditeurs de toute façon, et il a fait un essai. Et déjà, il a fait un essai, parce qu'il a réussi à me donner un morceau de texte que les autres n'ont jamais dépassé 5 à 10 lignes. Et lui m'a donné un truc qui m'a montré qu'il avait saisi quelque chose qui fonctionnait vraiment, et qu'on pouvait démarrer. Et donc voilà, le projet est parti, ça c'était encore il y a pas mal de temps. Et puis voilà, puis bon, c'était intraduisible et impubliable. Parce que comment aujourd'hui publier un livre illisible ? Finalement, au vu des ventes à l'heure actuelle, je me pose encore la question. Mais c'était l'objectif, parce que personne d'autre allait le faire. Et voilà, ce qui est con, c'est qu'Aubin soit mort l'année dernière. C'était vraiment la déprime, d'autant que moi je publie que des morts. Et lui, il l'était pas. Je dis super, je vais l'inviter. Il est vieux, mais bon, un coup d'Eurotunnel et c'est réglé. Il viendra, ça sera sympa. Mais bon, il est décédé. Et c'était vraiment pas chouette parce qu'il n'a pas vu le travail qu'on a fait. C'est ça. Bon, voilà. Après, je garde le reste pour les questions. Pour les questions. Il savait que c'était en cours quand même. Il avait signé. Il avait signé les droits. D'accord. Donc ça sortirait jamais. Ouais, il pensait qu'on n'y arriverait pas, je pense. Il s'est dit bon, allez, je vais prendre l'avance. Non, je pense pas que ça soit sa vision des choses. Mais c'est vrai qu'au début, c'était réticent, quoi. Il était très réticent. Il a fallu. Je m'en doutais. Donc avant, j'avais préparé tout un ensemble d'arguments. Genre, ouais, regardez, moi j'ai fait des trucs super sympas et vachement poussés, je suis rigolo, mais je fais du bon travail. Et en même temps, je peux trouver des bons traducteurs. Et je lui ai montré une liste de traducteurs, donc qui n'ont pas du tout réussi à le traduire, mais c'était vraiment comme ça. Et ça l'a convaincu. Donc, voilà, je sais qu'il existe donc une traduction en japonais, je ne sais pas du tout ce que c'est, et une réécriture en espagnol. Voilà, mais c'est pas du tout une traduction. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est jamais sortie. Elle est toujours en attente d'être publiée. Le livre n'est pas publié, il est en attente, quoi. Donc ça, je sais pas pourquoi, mais la crise, ça m'attend. Voilà. Allez. Vous autres, un extrait, Nicolas ? Alors, on va lire un extrait. Donc, mon collègue et ami Simon Pear lira après moi en anglais. Faut quand même dire 2 petits mots de ce livre parce qu'on n'a pas parlé du tout on ne sait pas de quoi on parle là pour l'instant. Oh mais c'est pas grave, la vie du traducteur. Non, faut situer un tout petit peu quand même. Benoît, bonsoir, on est 19h. 19h à bureau. Non mais les éditeurs... En 2 mots quand même, pour ceux qui ne seraient pas du tout au courant, c'est écrit donc en code ou en borborigme, ça on va se rendre compte assez vite. Mais donc il n'y a pas un narrateur extérieur qui raconte ce qui se passe. On peut supposer que ça se passe à peu près 2500 ans après une explosion nucléaire. On peut l'imaginer, et donc on glane les infos au fur et à mesure. Le narrateur héros est un homme de 12 ans, parce qu'on meurt très jeune dans cet univers qui est en fait une partie du Kent en Angleterre, qui a sombré sous les eaux. Il y a aussi une chose qu'il faut... Bon alors après, je ne sais pas si ça vaut le coup de raconter l'histoire. Non, ça vaut pas le coup, c'est sûr. Ça serait dommage. Ce qu'il faut quand même dire, c'est par rapport à l'effet que ça procure, il y a une grosse différence entre l'effet de lecture et l'effet d'audition. Là, je m'en suis rendu compte cet après-midi, j'ai lu le petit passage
pour moi-même, et finalement ça lisse pas mal par rapport au choc qu'on a. C'est-à-dire que le cerveau est amené quand même à travailler. Quand on lit le texte, on est très très dérouté par ce qu'on a sous les yeux, et finalement quand on le lit à voix haute, il y a pas mal de choses qui se rétablissent. Tout ça pour dire que si ça paraît un petit peu bizarre ce que je vais lire, c'est vraiment une version très édulcorée de ce que vous risquez de lire. Ouais, mais en même temps, la difficulté qu'il y a à lire le livre est contrebalancée par la générosité que ça rend quand vous commencez à rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il y a une forme multiple. Il y a un blogueur qui a lu le livre, il a utilisé le terme que moi-même j'avais pas trouvé, qui est très bien, de jouissance. Et c'est vrai, il y a une forme de quand on a compris, il y a une déclic, il y a un jeu avec le cerveau qui se passe, qui fait que quand on lit et qu'on comprend, on est doublement satisfait. On comprend l'histoire et en plus on comprend le langage à fond. Et il y a vraiment un vrai plaisir qui se passe, qui est une sorte d'alchimie magique. Enfin bon, on en parlera après. Vas-y, va. On en parlera après nos 2 lectures, peut-être pendant qu'on discutera. J'ai fait quelques photocopies où c'est pour faire circuler et puis laisser à ceux que ça intéresse un glossaire que j'ai rédigé suite à un travail avec Dominique. Où on s'était dit, comme dans la version originale, c'est quand même bien, il y a certains termes, même avec de l'imagination et tout, vraiment, il n'y a pas d'éléments pour le comprendre. Donc du coup, je me suis dit, je vais fournir quelques éléments aux lecteurs un peu curieux. Et finalement, au lieu de l'écrire en français, je me suis dit que c'était un peu contre-productif, donc je l'ai écrit en par l'énigme, en cette langue. Donc du coup, ça a un côté ludique parce qu'on voit comment on jongle la langue. Et puis voilà. Donc ça, si vous voulez, je le ferai circuler après les lectures, si y en a qui s'intéressent.